Madame, Monsieur, bonsoir. Le Maroc face au diktat des GAFA, c'est le thème de notre débat ce soir. Mais avant, voici l'édito. Si c'est gratuit, sachez que c'est vous le produit. Jamais cette expression n'a eu autant de sens que depuis que la vraie source de revenus des GAFA a été révélée au grand jour. Vos données valent plus que de l'or. Et Big Brother a pris une nouvelle forme, celle des Big Four. Un peu comme les 4 fantastiques, mais loin de la fiction, leurs revenus sont extatiques, comparables à des PIB étatiques. Des prédictions les projettent même à un futur proche en première puissance économique. À eux 4, ils pèsent 20% de l'indice boursier des 500 grandes sociétés cotées à Wall Street. Les Big Four, c'est une capitalisation boursière plus lourde que celle du CAC 40. Et les GAFA ne sont que la partie visible de l'iceberg. Qui peut les arrêter? Personne, puisque même les agences les plus secrètes font appel à leur manne intarissable de données. Pourtant, ce ne sont pas les scandales qui manquent. Business de données privées, fake news et même une influence présumée sur les événements politiques, dont la présidentielle de la première démocratie au monde. Plus leur chiffre d'affaires croît, plus leurs investissements s'accumulent. C'est dire si ce n'est pas une autre manière de payer moins de taxes. Au-delà de l'aspect émotionnel de l'exploitation onéreuse de nos données, les GAFA échappent aux fiscs mondiaux tel un Arsène Lupin des temps modernes. Un caméléon du business qui multiplie de manière tentaculaire ses activités. Car oui, Facebook veut faire le métier d'Amazon, Apple lance sa télé et tout récemment même sa propre carte de crédit. Bref, on n'arrête pas le progrès. Et pour reprendre le publicitaire français Jacques Séguéla, pourquoi ce coup de gueule sur les GAFA? Il y a la part du diable, mais aussi celle de Dieu dans tout progrès technologique. Reste aux États de mettre à jour leur progrès technologique. Et le Maroc dans tout cela? Réponse tout de suite en compagnie des invités qui ont accepté l'invitation d'Eco-Débat. Tout d'abord, j'ai le plaisir d'accueillir Mounir Jazouli. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du groupement des annonceurs du Maroc, le GAM. Bienvenue. Merci. En face, j'ai le plaisir de recevoir l'expert en digital, Smaël Sebti. Bonsoir et bienvenue à vous aussi. Bonsoir et merci pour l'invitation. Et puisque nous allons parler d'affaires juridiques, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau d'Eco-Débat Maître Mohamed Olkhouer, avocat d'affaires. Bonsoir et bienvenue à vous aussi. Bonsoir, merci beaucoup. Alors, on va commencer peut-être par planter le décor et peut-être par rappeler un peu les chiffres. Alors, le GAM, le groupement des annonceurs du Maroc, Mounir Jazouli, publie une étude, n'est-ce pas, annuelle du secteur digital et notamment la pub au Maroc. Combien pèse ce marché publicitaire digital, notamment pour l'année qui vient de se terminer, 2018? Si on parle des chiffres, selon l'étude que le groupement des annonceurs du Maroc mène chaque année, à fin 2018, on était sur un chiffre d'affaires d'investissement publicitaire dans le digital, en général, de l'ordre de 550 millions de dirhams à 600 millions de dirhams. Ce montant englobe bien évidemment plusieurs aspects, plusieurs rubriques. Ce qui nous concerne aujourd'hui, nous intéresse pour le sujet d'aujourd'hui, c'est toute la partie d'achat média en ligne, c'est-à-dire toute la partie publicité sur Internet, mobile, ainsi de suite. Cette rubrique accapare en général entre 48 à 50%, ce qui veut dire que pour l'année 2018, ce montant était de l'ordre de 300 millions de dirhams. Dans ces 300 millions de dirhams, il y a lieu de faire une distinction entre les investissements parmi les 300 millions de dirhams qui vont vers les éditeurs locaux. Et les éditeurs locaux, c'est l'ensemble des supports médiatiques électroniques sur Internet qui sont marocains avec un statut juridique, une présence juridique marocaine, et tout ça qui n'accapare malheureusement qu'un tiers de cet investissement, c'est-à-dire un maximum de 100 millions de dirhams. Tout le reste, les 200 millions de dirhams, partent à des plateformes internationales qui sont les GAFA principalement, mais il y en a d'autres. C'est-à-dire qu'ils accaparent 200 millions de dirhams d'investissement publicitaire dans le digital de tous les annonceurs marocains chaque année. Ce sont des chiffres, n'est-ce pas, qui sont vérifiables. Il n'y a pas, parce qu'on parle souvent de montants... De 700 millions de dirhams, c'est un chiffre qui a été attribué à la DGI, à la Direction Générale des Impôts, l'année dernière, quand ils avaient démarré un atelier pour réfléchir à une éventuelle taxation de ces GAFA et de ces plateformes internationales. Dans les 700 millions de dirhams, je n'ai pas exactement, et je pense que même la DGI, si c'était officiel, n'a pas communiqué sur le détail et la composition de ce montant de 700 millions, qui n'existe pas réellement à notre niveau. En tous les cas, je parle sous ma casquette de publicitaire et d'investissement digital. Ça ne dépasse pas les 200 millions de dirhams par an. Dedans, il doit y avoir d'autres choses, parce qu'il y a toute la partie vente de données,
dont on a parlé dans justement, l'édito. qu'est-ce que ça représente pour les annonceurs marocains aujourd'hui? Combien que ça coûte? On n'a pas de chiffre, c'est très difficile d'estimer le chiffre exact de ces montants. Peut-être une estimation vraiment très large, juste pour qu'on ait peut-être une idée sur... Déficit, je ne peux pas me prononcer sur un montant. Parce que c'est ce qui vaut de l'or finalement, je le disais. Pas vraiment, pour le marché local, pas vraiment. Nous avons la conviction, en tous les cas selon notre proximité du secteur, du marché, nos estimations, nos analyses et nos contacts avec l'ensemble des acteurs de cet écosystème, les 200 millions qui font le marché d'investissement, c'est-à-dire le montant d'investissement, le volume d'investissement dans la publicité digitale qui va vers les plateformes internationales, c'est l'essentiel de le revenu au Maroc. Après le reste, j'ai juste cité pour essayer de justifier un peu le montant et de trouver une explication au montant de 700 millions. Il pourrait y avoir une activité de commercialisation de vente de données, et il pourrait y avoir des ventes d'applications et des abonnements qui ne sont pas très développés au Maroc pour plusieurs raisons. Ils sont comptabilisés, cela dit. Normalement, ils devaient les comptabiliser, mais tout ça reste marginal par rapport aux 200 millions. C'est-à-dire que si on a un incrémental par rapport aux 200 millions de dirhams, ça va être vraiment minime par rapport à ce montant déjà. Smaïl, c'est une réaction, et peut-être aussi, que coûte la data aujourd'hui? Je vais juste réagir par rapport aux chiffres que vous avez évoqués. Les 700 millions de dirhams, la DGI, elle a, elle, des sources de données qui sont fiables. C'est-à-dire que ce sont les montants des sommes qui sortent du Maroc pour aller vers ces 4 entreprises. Alors, ces sommes-là, elles les ont estimées à 700 millions de dirhams. Il n'y a aucune raison de penser que ces chiffres-là sont faux, parce qu'ils ont l'ensemble des données qui permettent de les valider. Maintenant, la question, c'est les GAFA, qu'est-ce qu'ils vendent? Alors, il y a plusieurs éléments. Si on prend un par un, qu'est-ce qu'ils vendent? Google vous vend de la publicité, mais Google vous vend aussi des abonnements à Google Suite. Google vous vend aussi des applications. Google vous vend aussi un accès à des services premium auxquels que vous pouvez utiliser. Apple vous vend des téléphones, vous vend des abonnements à des iTunes, vous vend un certain nombre de choses que vous payez avec des cartes bancaires marocaines. Alors Facebook vend essentiellement de la publicité, et Amazon vous vend tout un tas de produits que vous pouvez acheter directement en ligne et vous faire livrer au Maroc, et ça, c'est de manière assez claire. Donc c'est la différence entre les 200 millions de dirhams... Après, quand on parle de vous vendre, ce n'est pas à l'utilisateur, n'est-ce pas? Moi, aujourd'hui, demain, vous pouvez, aller sur Amazon et acheter un livre et le consommer depuis chez vous tranquillement, et vous payez 20 € et vous consommez votre livre totalement possible. Et ça compte dans les 700 millions de dirhams. Donc ça, c'est le montant des 700 millions. C'est de là que vient probablement la différence entre les 200 millions de dirhams et les 500 millions de dirhams qu'on a évoqués. La vente de la data, on va dire, moi, en ce qui me concerne, alors quand on dit que Google et Facebook vendent de la data, quand vous êtes sur votre téléphone et que vous naviguez sur Internet et que vous consommez du Facebook ou de l'Internet, vous avez des publicités qui sont affichées. Quand vous dites que vous vendez de la data, ce sont des moteurs de ciblage publicitaire. C'est ça la data que vous achetez. Ce sont ces moteurs de ciblage publicitaire. Alors, on ne vous vend pas la donnée, on vous vend l'exploitation de cette donnée. Et donc, moi, en tant que publicitaire... Ah non, mais vraiment, je vous dis très sincèrement, moi, en tant que publicitaire, je n'ai aucun moyen d'acheter de la donnée à Facebook. Par contre, j'ai le moyen, je l'utilise au quotidien pour pouvoir m'assurer qu'aujourd'hui... Vous achetez de la data transformée, c'est-à-dire vous n'achetez pas de la matière première qui est de la donnée, peut-être que... Parce que ça demande aussi... Je l'exploite, la donnée. Vous exploitez une data qui a déjà été transformée pour que vous cibliez mieux les achats publicitaires. Exactement, je m'assure demain que mon client va pouvoir faire arriver sa publicité auprès d'une personne qui est correctement ciblée. Alors combien coûtent ces data transformées? C'est les 200 millions de dirhams dont on a évoqué Mounir. Donc, est-ce qu'il n'y a pas... Non, il y a rien de plus. S'il est transformé, il rentre dedans. Il n'y a pas de... On n'a pas la possibilité d'acheter des fichiers de données. Ce n'est pas quelque chose qui se vend. Ce n'est pas quelque chose aujourd'hui... Je ne faisais pas allusion à cela, justement. C'est-à-dire que la data qu'achètent les publicitaires, ou les annonceurs d'ailleurs, c'est une data qui a été transformée, qu'on leur donne finalement, voilà le marché que vous ciblez, et voilà où ça peut aller. Très bien. Alors, on parle à présent... Et peut-être sur justement cette question de la fiscalité, alors que les assises de la fiscalité arrivent à grands pas. Selon une étude de Greenwich, ces GAFA paieraient en moyenne 22 fois moins d'impôts de ce qu'ils devraient normalement débourser. Comment ils opèrent cette, je dirais pas fuite, mais optimisation fiscale, Maître El-Khouer? C'est assez simple. À mon avis, il y a aussi un élément peut-être à rajouter sur le volume de chiffres, c'est ce qui est facturé à l'étranger, parce qu'on a au Maroc beaucoup de groupes étrangers qui sont présents, et donc qui peuvent négocier des contrats internationaux payés à l'étranger, mais qui couvriraient le Maroc. Donc le paiement se fera à New York, à Dubaï ou en Europe, mais qui couvrira le Maroc. Et là,
qui échapperont de manière complète au fisc marocain et à l'office d'échange. Donc ça, c'est ce qui peut permettre d'accroître un peu cette enveloppe. À mon avis, il y a aussi des ressources et des revenus de ce côté-là. Après, sur la fiscalité, la question est assez simple, c'est que ces entités-là, ces GAFA, donc, ne résident pas au Maroc. Il n'y a pas de société Google au Maroc, il n'y a pas de société Facebook, il n'y a pas de société... bon, Amazon, ils sont présents. Mais la plupart d'entre eux ne sont pas présents sur le territoire marocain. Donc comme ils ne sont pas présents, on ne peut pas les taxer, c'est assez simple. Et donc ils vont être taxés indirectement à travers leurs clients marocains. Donc c'est les clients marocains qui devront, à travers une logique de retenue à la source, donc il y a une retenue à la source à hauteur de 10%. Donc si par exemple moi, entreprise marocaine, je paye Facebook en Irlande pour un service, ben, il y aura 10% que je devrai retenir du montant de la facture qui est destiné au fisc marocain. Et puis il y a cet élément de TVA éventuellement, il y a 20% de TVA. Donc au total, il y a 10 plus 20, en gros, au titre de l'imposition, mais qui, elle, est précomptée directement chez l'entreprise. Au Maroc. Au Maroc. Voilà, chez le client marocain. Le client. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne. Ce dont les autres pays ne disposent pas nécessairement, puisque cette logique de retenue à la source ou de contrôle d'échange n'existe pas dans la plupart des pays étrangers, notamment pas en Europe, où la polémique est la plus importante. Et donc dans ces pays-là, c'est... Ce serait bien qu'on rappelle un peu pourquoi la polémique est importante en Europe, parce qu'il y a certains pays européens qui profitent justement de la présence de ces GAFA sur leur territoire, profitant bien sûr je dirais pas paradis fiscaux, mais en tout cas d'exonérations fiscales importantes, pour justement faire passer des factures de pays européens au sein même de l'UE. Donc c'est ce qui fait que l'Europe est aujourd'hui divisée face à cette question de taxation des GAFA. Oui, en fait c'est assez simple parce qu'ils ont, comme c'est de la prestation immatérielle, on peut décider de facturer à partir de n'importe quel endroit. Donc ces groupes-là vont aller dans les pays à la meilleure fiscalité, donc l'Irlande pour Facebook, le Luxembourg pour Google, d'autres aux Pays-Bas, et donc ils vont remonter tous leurs revenus vers ces pays-là de manière à payer un impôt très réduit. Et donc ça, c'est une problématique qui est en cours qui doit être traitée au niveau global. C'est ce que l'OCDE est en train de faire pour justement essayer de mettre en place un mécanisme où au niveau mondial, les GAFA seront obligés de payer on va établir un impôt minimal. Et donc s'ils ont déposé de l'argent dans des paradis fiscaux au Luxembourg ou en Irlande, ils devront, dans leur pays d'origine, compenser ce montant-là. Donc si vous avez payé pour Facebook, par exemple, uniquement 3% d'impôts en Irlande, on vous demandera aux États-Unis de payer 7% restants. Et donc, donc du coup, ce n'est même pas le pays hôte qui en bénéficie. Non, ce n'est pas fini. Ça sera payé au niveau des États-Unis, donc le pays d'origine. Donc pour toutes ces grandes entreprises, on sait que les pays d'origine sont les États-Unis ou la Chine. Parce qu'on oublie aussi énormément les GAFA chinois, entre guillemets, où ils sont très très importants, où ils ont une force de frappe au moins aussi importante que celle de ces groupes américains. Plus contrôlés, ceci dit, que les groupes américains. Pas en termes de pratique à l'international, ils sont contrôlés chez eux. Mais par contre, à l'étranger, ils font à peu près ce qu'ils veulent, comme ces groupes américains. Et donc, cette somme-là, le reliquat d'impôt sera versé aux États-Unis. Ensuite, à charge pour les États-Unis, sur la base d'accord, de les répartir entre les différents pays dont sont issus ces fonds et ces taxations. Donc ça, c'est l'objectif de l'OCDE pour 2020 ou 2021. Donc si on arrive à régler cette question-là à travers ce prisme global, multilatéral, on aura apporté une réponse, puisque ce sont des groupes mondialisés, la réponse doit se faire au niveau mondial. C'est justement tenant compte du fait qu'on n'arrive pas à avancer de manière assez rapide sur cette question-là que l'Espagne, l'Italie, maintenant la France, veulent taxer séparément et veulent mettre en place un certain nombre d'impôts visant spécifiquement ces GAFA. Mais la réponse est quand même pas particulièrement adaptée et à mon avis, c'est plus un signal politique parce qu'il y a aussi une problématique du point de vue de ces organisations, puisque en gros, elles rendent la vie des gens un peu plus facile, ce sont des avancées significatives, c'est très intéressant, mais d'un autre côté, il est difficile pour elles d'expliquer qu'elles ne payent pas d'impôts dans les pays où elles opèrent. Donc les gens ne comprendront pas pourquoi Facebook, Google ou Amazon ne contribuent pas à justement former des citoyens, à payer des écoles et des hôpitaux, parce que ce sont ces clients en bonne santé qui sont les seuls en mesure d'enrichir ces différentes organisations. Donc la manière dont je le vois, c'est qu'au niveau européen, en attendant qu'il y ait cette taxation mondiale, on essaie de jouer cette carte-là de la responsabilité sociale de ces entreprises, en quelque sorte. Mounir Jazouli, il est intéressant aussi de revenir sur cette question de ce que recherche finalement l'annonceur à travers ces achats d'espaces publicitaires sur ces GAFA, notamment Facebook.
Pourquoi aujourd'hui c'est plus facile pour un annonceur de se diriger vers cela que vers un opérateur local, comme, classique en tout cas? Alors, c'est toute la notion enfin, d'investissement et pas de budget ou de manne publicitaire. C'est là où réside toute la grande différence. On parle souvent de répartition juste, équilibrée, égale entre les plateformes internationales, les opérateurs locaux, les éditeurs locaux pour un peu équilibrer entre les deux. Mais on oublie souvent que c'est un investissement publicitaire. À partir du moment où on parle d'investissement, on parle de la notion de retour sur investissement. À partir du moment où on a une obligation de résultat, d'efficacité, de retour sur investissement, l'annonceur, en tous les cas les personnes en charge de ces budgets d'investissement publicitaire chez les annonceurs, vont aller chercher là où ils vont avoir la meilleure efficacité et la meilleure façon d'atteindre leurs objectifs publicitaires avec la meilleure façon, la meilleure souplesse, la meilleure flexibilité, les meilleurs moyens et les meilleurs outils technologiques, scientifiques qui leur permettent d'acheter et la facilité d'acheter et aussi le coût contact et le coût opération, on va dire, global. Et donc, ces plateformes, naturellement, disposent d'un avantage concurrentiel de taille par rapport aux éditeurs locaux. Et ce n'est pas le cas que chez nous. C'est une problématique mondiale et c'est un débat mondial. Ils ont cette puissance mondiale, cette présence internationale qui leur confère une force. Ça de un. De deux, ils ont cette capacité d'investir dans la recherche et développement et dans l'innovation continue sans arrêt. Et ils ont les budgets, ils ont les investissements pour. Et vous l'avez bien évoqué lors de l'édito. C'est-à-dire autant que leurs revenus enfin, et recettes augmentent, leurs investissements augmentent aussi. Ça part énormément et en grande partie à l'investissement en recherche et développement et à l'innovation, ce qui leur permet de rendre encore plus efficace la publicité des annonceurs chez eux. Et déjà de rester en vie, parce que c'est finalement leur ADN. S'ils perdent l'innovation, ben, elles risquent de mourir. Bien évidemment, mais c'est un progrès continu au service de l'usager professionnel qui est l'annonceur et qui est les marques, qui est les publicitaires. Donc aujourd'hui, il y a cette facilité, il y a ce coût qui reste quand même très intéressant et il y a aussi cette force de frappe internationale. C'est-à-dire qu'à partir de mon bureau, à toute heure, même le soir, enfin chez moi, en travaillant pour mon entreprise, je peux rentrer, faire mon ciblage, monter une opération en 5 minutes, la payer rapidement en 2 secondes et la voir se mettre en place et pouvoir la piloter, la changer à tout moment, la gérer et avoir des remontées de reporting qui sont très structurées, efficaces, scientifiques et tout ça. Donc ça, c'est un avantage de taille qui est du côté de ces plateformes internationales. GAFA, c'est trop large pour nous publicitaires, parce qu'il y a Amazon, par exemple, qui ne nous intéresse pas. Ça se résume pour nous dans le G et le F. C'est principalement Google et Facebook. Mais Microsoft, peut-être aussi, parce que maintenant, il y a le GAFAM aussi, il y a le M qui se rajoute de Microsoft. Il y en a même d'autres, enfin, il y a d'autres sigles qui sont aujourd'hui en jeu. Mais en tous les cas, je préfère parler de plateformes internationales qui offrent des espaces publicitaires, quelle que soit leur nature et leur format. Donc aujourd'hui, cet avantage de facilité, d'efficacité, d'impact et de souplesse et de flexibilité est un grand avantage au service de ces plateformes. Les éditeurs locaux, ils en souffrent dans le monde entier, davantage au Maroc. Et c'est un débat en continu. D'ailleurs, nous, au niveau du groupement, on n'arrête pas d'avoir des échanges et des ateliers de travail et de réflexion avec les éditeurs et avec les associations, en tous les cas les organes qui les représentent par rapport à ces sujets pour voir comment on peut, il y a certes le côté retour sur investissement et investissement, mais il y a aussi un côté responsabilité citoyenne, sociétale, qui nous oblige, entre guillemets, et c'est un terme à prendre avec beaucoup de prudence, qui nous oblige à encourager un écosystème local d'éditeurs locaux pour justement favoriser, encourager le pluralisme, la liberté d'expression, encourager un lieu de débat et un lieu de présence et encourager, surtout protéger une souveraineté électronique et une souveraineté digitale du pays en général. Parce que sinon, on va se mettre entre les mains de plateformes internationales qui vont driver, conditionner, voire même manipuler notre opinion publique. Donc on a besoin d'éditeurs locaux, on a besoin de contenu local et on a besoin de plateformes locales. Mais ceci étant, moi, annonceur, moi, publicitaire, je gère un budget, je suis à la fois attiré par ce côté RSE, souveraineté et tout ça, mais je suis sous une pression de retour sur investissement et de rentabilité, d'efficacité de tout ce que j'engage en termes d'action, en termes de budget. C'est intéressant. Vous avez soulevé un point. En tout cas, cet amalgame peut-être qu'on peut avoir entre... Est-ce qu'un Facebook, par exemple, influence ou manipule? Ismaël Sebti. Facebook, c'est un algorithme.
À la base, Facebook, c'est un algorithme. Donc la question, c'est que est-ce que l'algorithme est neutre ou l'algorithme ne l'est pas? A priori, l'algorithme, son objectif, si on prend, on va enlever le Google is evil et on va partir du principe que l'algorithme est neutre et qu'il sert un objectif. L'objectif de cet algorithme est d'optimiser les revenus de Facebook et de Google. Pour optimiser ces revenus, l'objectif, c'est de vous présenter à vous un contenu qui va vous intéresser. La question, c'est que ce n'est pas est-ce que c'est Google et Facebook qui vont vous manipuler, c'est les gens qui sont les utilisateurs de ces plateformes qui ont la possibilité de manipuler l'opinion publique. Est-ce qu'on peut manipuler aujourd'hui l'opinion publique via ces... Aujourd'hui, il y a des possibilités de le faire. Je vous donne un cas précis, un cas assez simple. Aujourd'hui, dans le monde entier, les gens les plus engagés d'un point de vue prise de position politique, ce sont les extrêmes. En gros, si vous êtes centriste et que vous n'avez pas une opinion extrême, vous prenez assez peu souvent la parole. Par contre, les mouvements extrémistes, quels qu'ils soient, en général, sont les plus prolixes, prosélytes, tout ce que vous voulez, qui prennent la parole plus souvent. Donc demain, vous voulez manipuler une opinion publique. Ce que vous allez faire, c'est que demain, un exemple aux États-Unis, vous allez faire une campagne publicitaire pour la vente d'armes. Et vous allez à ce moment-là voir tous les gens qui vont interagir avec cette campagne de manière positive. Et vous allez identifier ça, créer ça comme étant une cible. À ce moment-là, vous avez une cible des personnes qui sont plutôt à la droite de l'échiquier politique américain. Une fois que vous avez cette cible-là et que vous l'avez identifiée, que vous l'avez packagée, si vous voulez, vous venez derrière, vous prenez un contenu plutôt, allez, on va dire musulman, histoire de chauffer un peu les esprits. Et on va aller sur cette cible-là, aller poster un truc genre mettez tous le hijab ou allez tous faire l'umrah, le hajj, etc. Histoire de monter une communauté contre une autre. Et à ce moment-là, c'est comme ça un peu qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de le faire. Si vous avez volontairement l'envie d'exacerber les extrêmes, cette méthode-là est une méthode qui vous permet, moyennant des frais qui ne sont pas excessifs, de pouvoir exacerber les extrêmes. Et là, à ce moment-là, ce n'est pas Facebook qui est responsable. Parce que Facebook, lui, donne un algorithme qui est accessible à tout le monde. Celui qui est responsable, c'est celui qui a utilisé ces plateformes pour pouvoir exacerber ses opinions. Maintenant, là où aujourd'hui, si je fais un petit marche arrière, et je rejoins ce que disait Mounir à l'instant, la question de la responsabilité sociale et sociétale, on va dire, des annonceurs et j'ai envie de dire des agences également. Pour la première fois cette année, au Super Bowl, vous avez une publicité, je vous défie de la regarder sans verser une larme, qui est une publicité du Washington Post, qui est une publicité qui dure 1 minute, ça leur a coûté une fortune de la diffuser, et qui se termine par « Democracy dies at darkness », qui veut dire que la démocratie meurt quand arrive la pénombre, l'obscurité. Aujourd'hui, les médias sont ceux qui communiquent l'information, qui ont un rôle de faire une enquête, de communiquer de l'information. Facebook ne communique rien. Facebook est juste, on va dire, un passe-plat. Et donc, quand les gens, les extrêmes... Facebook aussi se dresse aujourd'hui comme plateforme de diffusion de l'information. Oui, mais ce n'est pas eux qui la diffusent. Ils sont un passe-plat. C'est-à-dire que Facebook, aujourd'hui, qui prépare l'information, ce sont des médias, quels qu'ils soient engagés ou pas, ce sont eux qui diffusent l'information. Après, Facebook, comme je vous dis, c'est un passe-plat. Alors évidemment, le passe-plat, il a un algorithme, il va diffuser la fonction des centres d'intérêt des gens. Et donc c'est pour ça que vous retrouvez souvent les mêmes infos, qu'elles soient fake ou pas, etc. Et aujourd'hui, la responsabilité, quand on vous dit, aujourd'hui, il y a un débat sur c'est Mounir qui a évoqué ce terme-là, sinon je ne l'aurais pas fait, parce que ça engage les annonceurs. De quelque part, quand un annonceur fait un choix publicitaire, il fait aussi un choix sociétal. Quand il choisit un média, il fait un choix sociétal d'encourager ou pas tel média. Et ça, aujourd'hui, véritablement, il en va de leur brand safety, mais il en va aussi de la responsabilité du monde économique vis-à-vis des citoyens de faire exister des médias responsables, avec des journalistes, avec une carte de presse, qui font le travail sur le terrain, qui sont responsables de ce qu'ils disent. Quand un média aujourd'hui publie une information qui est fausse, ils sont responsables devant la loi. Ils sont responsables devant la loi. Un journaliste, il a une responsabilité professionnelle, ce qui n'est pas le cas de vous ou de moi ou de Alors, est-ce que Mohamed El-Fouel, Facebook n'a pas cette responsabilité professionnelle? Non, parce que, comme ça a été évoqué, c'est uniquement un outil. C'est pas, en général, enfin certains commencent à le faire, mais eux, ils ne diffusent pas de contenu. Oui, ils mais ne quand s'engagent pas à Facebook diffuse un contenu aussi violent que cette fusillade qu'il y a eu à Christchurch en Nouvelle-Zélande, est-ce qu'il n'a pas de responsabilité? Tout dépend du... Parce que la problématique que nous avons, c'est que
La diffusion de la haine Non, mais on n'a que des lois nationales, majoritairement. On n'a pas une loi mondiale sur la liberté d'expression qui pourrait permettre de dire ce qui peut être fait, pas être fait. Donc, à partir de là, si vous prenez le prisme américain, il n'y a aucun problème. On peut absolument tout diffuser. Vous pouvez diffuser des chants nazis, vendre des croix gammées, ce n'est pas un problème aux États-Unis, et on peut le faire à travers toutes ces plateformes. Ce n'est pas sanctionnable. Oui, si de l'autre côté, amendement. Voilà, si de l'autre côté vous allez sur le système français, avec la loi de 1881 sur la presse, qu'on a étendue à différents types d'organismes maintenant, c'est beaucoup plus restrictif. Vous allez, là c'était en Nouvelle-Zélande ou en Australie, c'est plutôt du droit anglo-saxon. Donc on n'a pas cette logique où on puisse se dire il y a une règle applicable dans la plupart des États. Et c'est ce dont jouent d'ailleurs ces différentes plateformes, puisqu'on a une affaire importante qui est Google Spain, qui a été tranchée par la Cour de justice des communautés européennes, en expliquant à Google qu'il y a un certain nombre de choses et de données qu'il devait effacer au nom du droit à l'oubli. Et donc Google a dit oui, je vais m'exécuter, je vais les effacer, mais que pour l'Espagne. Ce qui n'a aucun sens, puisque de toute façon, on peut y accéder. Et donc la personne qui voulait protéger son identité et faire effacer un certain nombre de données qui remontaient à plus de 20 ans, Google s'est exécuté pour l'Espagne. Donc si vous êtes sur google.es, on n'y accédera pas. Mais si vous allez sur google.com, vous allez accéder aux mêmes informations. Et on n'a aucun moyen à l'heure actuelle de les forcer à exécuter ce type de décision de justice. A fortiori au Maroc, où le chiffre d'affaires de Facebook au Maroc représente 1 pour 10 000 de leur chiffre d'affaires. Justement, on va y arriver justement pour le cas du Maroc et peut-être comment tirer profit de ces GAFA au lieu d'avoir cette attitude un peu défensive, parce que de toute façon, ils sont là. Et puis peut-être que notre secteur technologique pourrait en tirer profit. Messieurs, je vous propose de continuer cette discussion après cette courte pause. Merci de rester avec nous. À tout de suite. Bonsoir à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. EcoDébat s'intéresse aujourd'hui aux GAFA, au dictat des GAFA dans le monde entier et bien sûr, bien évidemment, sur le Maroc également. Avant la pause, Smaël Sifi, expert en digital, évoquait un chiffre, en tout cas ce que représente le marché marocain pour un géant comme Facebook, avec quand même des millions d'utilisateurs. Hein. Avec 15 millions d'utilisateurs au Maroc, Facebook. Mon estimation, alors le chiffre d'affaires de Facebook en 2018, c'est 55 milliards de dollars. On a parlé de 200 millions de dirhams de chiffre d'affaires au Maroc entre Google et Facebook. Si on prend la moitié pour Facebook, ça fait 100 millions de dirhams, soit 10 millions de dollars. 10 millions de dollars sur 55 milliards, ça fait 1 sur 55 000. C'est-à-dire que, autant dire qu'aujourd'hui, on est inexistant. Il n'y a pas de commercial Facebook pour le Maroc. Aujourd'hui, si Facebook ne connaît pas le Maroc, c'est sans intérêt pour eux. Alors, ce n'est pas sans intérêt. Si je veux pousser un peu plus loin, s'il vous plaît, si vous voulez la réflexion. Aujourd'hui, chez les opérateurs télécoms, la valeur, c'est l'ARPU, c'est l'average revenu per unit. C'est-à-dire que chaque utilisateur, combien il vous ramène d'argent. Chez Facebook, chaque utilisateur, combien il vous ramène d'argent. Alors quand vous êtes américain, vous leur rapportez 12,7 euros par utilisateur. Quand vous êtes européen, par vous leur jour. Non, par an. Par an, d'accord. Chaque utilisateur de Facebook aux États-Unis leur rapporte 12,7 euros par an. En Europe, chaque utilisateur leur rapporte 4,2 euros par an. En Amérique latine et en Afrique, c'est 1 dollar par utilisateur et par an. Donc ça on rejoint les chiffres qu'on disait tout à l'heure, 15 millions d'utilisateurs, 15 millions de dollars au Maroc, ça fait à peu près les 150 millions qu'on évoque depuis tout à l'heure. On tombe dans les chiffres sur lesquels on est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les leviers de croissance pour Facebook sont en Afrique, en Amérique latine, à deux niveaux. D'abord, ils peuvent aller chercher plus d'utilisateurs parce qu'il y a 1 milliard d'habitants et seulement 185 millions d'utilisateurs. Donc vous avez... il y a moins de contraintes réglementaires. Et puis surtout, chaque utilisateur qui vous rapporte 1 dollar, vous avez la marge de manœuvre pour arriver jusqu'à 12 ou 13 dollars est très importante. Donc aujourd'hui, on n'existe pas. Mais par contre, on existe dans leur carte parce qu'aujourd'hui, il y a des projets spécifiques lancés par Facebook et Google sur nos marchés. Et c'est là où on parle des projets qu'ils sont en train de faire. Il y a un satellite qui s'appelle Amos, il y a un projet qui s'appelle Internet.org qui a vocation à apporter Internet aux utilisateurs. Via des drones, via des satellites. Bien sûr, c'est extraordinaire ce qu'ils sont en train de faire. Si vous réfléchissez, c'est quoi le business model de ces boîtes? Leur business model, comment ils font pour gagner de l'argent? C'est en vous faisant passer plus de temps sur Internet. Pourquoi Google aujourd'hui investit dans la voiture
à la voiture, pas intelligente, la voiture autonome. C'est-à-dire que tout le temps que vous passez en voiture aujourd'hui, vous conduisez. Demain, quand vous serez dans une voiture autonome, au lieu de conduire, vous serez sur votre téléphone en train de passer du temps sur Internet et donc de rapporter plus d'argent à Google et Facebook. Et donc c'est là aujourd'hui leur vision de long terme. Pourquoi aujourd'hui ils investissent alors j'ai les chiffres, ils sont extraordinaires. Aujourd'hui, le chiffre de Google en termes de recherche et développement, c'est 17 milliards de dollars. Facebook, c'était 8 milliards de dollars l'année dernière. Aujourd'hui, notre ministère fait un projet à 50 millions de dirhams. Et honnêtement, ils ont sorti cet argent-là, ils se battent pour le faire et c'est un vrai qui va apporter de l'eau au moulin des entrepreneurs marocains, c'est super. Mais aujourd'hui, on est sur des échelles qui sont non comparables. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ces plateformes-là, on ne peut pas s'en passer. Et c'est pour ça que ces plateformes-là sont extrêmement performantes, pertinentes et nécessaires pour les publicitaires. Parce qu'aujourd'hui, on est sur un marché concurrentiel. Et si vous ne les utilisez pas, votre concurrent va les utiliser, il sera plus performant que vous. Il va gagner plus d'argent que vous et il en va de la survie des entreprises. Une entreprise, elle n'est pas là pour faire le bien, elle est là pour faire de l'argent. On est sur une émission économique, donc disons les choses franchement. Et aujourd'hui, les entreprises sont là pour faire de l'argent, elles sont sur des marchés concurrentiels. Et si aujourd'hui vous décidez de ne pas utiliser ces plateformes-là, vous allez droit dans le mur. De toute façon, je ne pense pas qu'on ait vraiment le choix pour ne pas les utiliser. En tout cas au Maroc. Et quand on parle... Pardon ? Vous pouvez, mais ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée, selon Ismaël Sebti. Mounir Jazouli, alors, est-ce que aujourd'hui au Maroc, le digital, c'est un outil ou un mindset ? Une manière de créer, une manière même d'entreprendre ? Jusqu'à aujourd'hui, c'était un outil, c'est un outil. Depuis quelques années, on essaie d'en faire un mindset en général, parce que c'était le cas pour des catégories. En tous les cas, il y avait des entreprises qui étaient dedans et qui avaient une sorte de mindset, on va dire, de transformation digitale ou de digitalisation pour l'ensemble des aspects qui font leur quotidien. Aujourd'hui, on est en train de généraliser au niveau étatique, au niveau administration publique, au niveau citoyen, enseignement et tout ça. Donc on sent qu'il y a une certaine dynamique, on va dire, nationale, collective autour de ça pour en faire un mindset au niveau national. Juste pour revenir à ces GAFA ou à ces plateformes internationales, à l'histoire de leur imposition, je pense qu'il y a deux éléments qui conditionnent ça, en tous les cas, selon notre regard, nous, de professionnels sur le terrain. Le premier, c'est la fiscalisation à la source qui est présente chez nous et qui ne l'est pas ailleurs. Aujourd'hui, moi, annonceur, pour pouvoir passer de la publicité chez Facebook, chez Google, la plateforme me facilite la tâche énormément. Mais j'ai en parallèle toute la partie administrative, comptable et fiscale que je dois gérer et qui me coûte de l'argent, qui me coûte du temps, qui me coûte de l'énergie et pour laquelle je paye. C'est-à-dire qu'au départ, je démarre par 30% comme impôt, 31%, voilà, c'est les 11 plus 20, 31% qui est déjà misé au démarrage avant de démarrer, de faire quoi que ce soit. Donc pour moi, je paye, c'est moi qui le paye. C'est-à-dire que demain, ça ne va pas sortir enfin des recettes ou défalquer des recettes de Facebook et Google. Ces tarifs sont affichés, ils sont là, avec des régimes de remise et de dégressifs qui sont connus et qui sont automatiques. Donc ces tarifs et ces recettes ne changent pas. Mais c'est l'entreprise marocaine qui supporte un surplus qui est de l'ordre de 31%, ce qui est énorme. Ce qui est vraiment énorme, et en parallèle, on est obligé de payer autre chose. Enfin, je parle même pour les autres médias, pour pouvoir les monitorer, les suivre, avoir des outils de mesure d'audience et tout ça. Exact. Donc il y a tout un investissement qui ne va pas dans le vrai investissement au démarrage, qui est très lourd, que je paye d'abord. Donc ça, il faut en tenir compte avant de se lancer dans ce débat national sur la fiscalisation de ces plateformes internationales. Le deuxième aspect, c'est notre taille, la taille de notre marché. Et les chiffres sont très parlants et sont très flagrants. On est un très petit marché par rapport à ces géants mondiaux. Et notre investissement en la matière reste quand même très minime et très faible par rapport à d'autres marchés, en tous les cas matures, qui nous dépassent de très loin. Aujourd'hui, cette taille de marché ne nous permet pas d'avoir cette force on va dire, de négociation et de conviction qui nous permettra d'imposer des taxes ou des choses comme ça. Et l'idée aujourd'hui, ce que nous avons essayé de pousser jusqu'à présent, c'est comment contourner le sujet et en tirer profit autrement. On a un écosystème digital qui a aujourd'hui besoin pas que du financement, parce qu'on voit un peu les plans étatiques, les fonds qui sont en train d'être mis en place au service de cet écosystème digital, mais ces entreprises ont besoin d'une ouverture mondiale, elles ont besoin d'accès à des outils mondiaux et internationaux qui sont offerts et proposés par ces plateformes internationales. Ils ont besoin d'un savoir-faire, ils ont besoin d'un accompagnement, de formation et tout ça. C'est ce qui est en train de se passer dans d'autres pays du continent africain, notamment le
Nigeria et le Kenya, absolument. l'Égypte aussi également. Et c'est ce qui explique aussi la présence physique de ces plateformes. Malheureusement, jusqu'à présent, on l'a dit, il n'y a que Amazon qui sont présents, mais les Google, Facebook ne sont pas présents. Ce qui dit présent, ce n'est pas avoir un appartement et un bureau, une présence physique, un identifiant fiscal marocain et payer une taxe, soit impôt sur la société, soit une autre façon d'imposition en fin d'année, mais une présence avec tout l'arsenal et l'armada dont disposent ces plateformes et toute la force dont disposent, qui va être au service de l'écosystème digital au Maroc. Pourquoi on n'arrive pas justement à les attirer, puisque aujourd'hui au Maroc, il est clair qu'on a cette ambition de devenir un hub financier pour l'Afrique, un hub même commercial. Pourquoi ? Est-ce que c'est par rapport à cette transformation digitale, justement, qui a ces balbutiements au Maroc ? Jusqu'à présent, c'était un non-sujet. C'était un sujet on va dire, d'avertis, de professionnels. C'est un cercle très fermé. Personne n'en parlait. Jusqu'au moment où des chiffres commencent à émerger, où l'Office change et la DGI commence à mettre sous les radars un peu ces transferts à l'international qui vont dans ce sens. Et on se dit, tiens, il y a 700 millions de dirhams qui vont ailleurs, qui ne sont pas taxés, sans rentrer dans le détail est-ce qu'ils sont taxés ou pas, comment, de quelle façon et tout ça, parce que même l'achat, on parle d'Amazon, d'Apple et tout ça, je peux acheter, c'est du commerce électronique, et je paye la taxe autrement et ailleurs. C'est à ce moment-là qu'on commence à avoir une conscience, une prise de conscience collective par rapport à ça, et chaque administration, on va dire en tous les cas secteur public, commence à s'intéresser de la sujet selon l'angle qui l'intéresse ou dans lequel il agit. Le département de l'industrie et de l'économie numérique, selon le prisme de développement d'écosystèmes locaux et comment on peut faire des échanges avec ces plateformes. Le ministère de la Communication, comment protéger les éditeurs et la presse locale électronique et lui permettre de survivre face aux diktats, comme on l'a dit, de ces plateformes. Donc chaque secteur et chaque département commence à le traiter de sa façon et on a tous mis en avant ce parti pris d'imposition et de tirer profit qu'au niveau impôt et au niveau fiscal. Et jusqu'à présent, on n'a jamais tenté de travailler collectivement pour voir la deuxième approche et comment les gens qui investissent, ou en tous les cas les organismes et les entreprises qui investissent chez ces plateformes, l'écosystème qui est en contact d'une manière ou d'une autre avec ces plateformes et l'administration qui devra l'être, comment on peut collectivement travailler et proposer une offre intéressante et séduisante pour ces plateformes pour les ramener chez nous. Pourquoi le bureau local régional africain de Google est en Égypte ou au Nigeria, au Kenya et pas à Casablanca? Pourquoi celui de Facebook est à Cape Town et pas à Casablanca? C'est les questions à se poser et il faut qu'on voit tous ensemble comment on arrive à convaincre ces gens-là de venir chez nous et en tirer profit beaucoup plus une imposition directe de ces plateformes à l'avenir. Et pour le coup, le retour sur investissement serait important puisque, Mohamed El-Khouar, si on utilise ces données-là pour mettre en place des réformes, parce qu'on parle de réformes pour l'éducation, pour un système social, c'est cela finalement tirer profit de ces GAFA au lieu de chercher peut-être un petit montant par rapport à ce que ça pourrait rapporter pour l'avenir. Enfin, moi, je pense qu'on n'en veut pas du tout, au contraire. Ce n'est pas une question d'essayer de faire quelque chose où est-ce qu'on a pris la mesure du sujet. C'est qu'on a clairement pris la mesure du sujet. On a décidé qu'on ne voulait pas de ce type d'entreprise chez nous. C'est plutôt comme ça que ça s'est passé. On a un exemple très clair qui est Uber, par exemple, qu'on a mis à la porte de manière particulièrement brutale. Ils sont sortis par la porte et même par la fenêtre. C'est qu'ils pouvaient exercer d'ailleurs et exercer au Maroc et ils ont choisi le fait de s'installer. Ils sont arrivés, ils se sont installés. On a vu la manière dont ils ont été accueillis et comment ils ont été expulsés, entre guillemets. Bon, ils vont revenir par la fenêtre avec le rachat de Carim. Ça, c'est les taxis. Mais ça, c'est des plateformes. Parce qu'il là, je parle vraiment de gouvernements qui puissent utiliser ces données-là. Mais c'est la même approche, puisque de toute façon, elles sont toutes liées les unes aux autres. Cette problématique d'office d'échange et de contrôle d'échange pose un problème par rapport à ces plateformes-là. On a quand même au Maroc, depuis 2009, une commission nationale de protection des données personnelles. Cette commission-là est clairement sous-équipée. Il n'y a pas les effectifs nécessaires pour traiter les problématiques, pour répondre à ces questions-là. On a un texte qui est inspiré de la loi de 78 française, qui est obsolète, qui ne peut plus correspondre. Donc on a un certain nombre d'éléments. On a vu les réactions combinées de l'Office d'échange, de la Direction des impôts, du ministère des Finances, quand on a évoqué la blockchain et les monnaies électroniques, où ça a été une levée de bouclier sans même rechercher. Non, mais il faut regarder de quoi on parle et de ce dont il s'agit, parce que la blockchain, ce n'est pas que la monnaie électronique. Donc il y a énormément d'autres choses, et ça, ce sont justement les sujets d'après-demain. Et si aujourd'hui on ne les accepte pas et on ne veut pas regarder
de manière plus précise ce dont il s'agit, on n'y arrivera pas. Et il n'est pas du tout surprenant que ni Google ni Facebook n'aient des bureaux ici et ne veulent pas. On va leur dire, vous allez expliquer à des gens qui viennent de la Silicon Valley ou d'ailleurs que leur constitution de société sera acceptée que si elle est légalisée et cachetée, et que leurs statuts devront être signés avec de l'encre humide et un cachet humide. Enfin, on est dans deux mondes différents. Donc ces mécanismes-là, eux, ne les comprennent pas. Donc si on veut pouvoir accueillir ces structures étrangères qui pourront effectivement nous aider sur un certain nombre de sujets, qui vont nous défier sur d'autres, ben, il faut quand même déjà réfléchir à ce cadre-là. Et on a cette problématique-là, à mon avis, où nos pouvoirs publics n'ont pas pris la mesure de ce sujet, n'ont pas pris la mesure de ce que peuvent apporter ce type de structure. Par exemple, moi, les données personnelles, j'ai toujours été très surpris par le fait qu'au Maroc, on adopte cette approche exclusivement française. Parce que ce concept de vie privée n'est pas très marocain, historiquement. Au contraire, dans les villages, tout le monde vivait ensemble, il n'y avait rien de caché. Les choses, on n'était pas dans cette logique de dire non, il faut fermer les portes et les fenêtres et personne ne doit savoir ce qui se passe. C'était l'inverse. Les maisons étaient ouvertes, l'architecture est ouverte, tout est complètement ouvert. Eh ben, on a importé un concept français de la protection des données personnelles et de la vie privée, ultra restrictif. On demande à une commission de l'appliquer. Si je me permets, oui, bien sûr, certes, l'administration a une grande part de responsabilité dans ce sens et tout l'arsenal, on va dire, juridique, administratif qui est derrière. Mais je pense, si on se compare à d'autres pays africains, je pense que l'administration au Nigeria, au Kenya ou en Égypte ne sont pas plus performantes que la nôtre non plus. Et pourtant, voilà, la Kenyane, si. Relativement. Et pourtant, ils sont installés là-bas. Je pense qu'il y a un autre point qu'il faut rajouter, c'est que ces plateformes sont capteurs de signaux. C'est-à-dire qu'ils captent des signaux qu'émettent des pays et ils traquent un peu des positionnements et des dynamiques au niveau des pays. Et c'est là où on a une carte à jouer. Il faut qu'on montre comment ce pays, comment ce Maroc est aujourd'hui ouvert à cette transformation digitale, est aujourd'hui ouvert à cette nouvelle économie digitale, est aujourd'hui mobilisé dans son ensemble, c'est-à-dire administration, secteur privé, associatif, enseignement et tout ça, pour pouvoir être dans ce mindset qu'on a évoqué tout à l'heure, général, et qui va être capté par ces gens-là pour les pousser, pour les encourager au moins à faire le premier pas. Alors, vous avez évoqué cet exemple du Kenya et d'autres pays également africains, Smaïl Sebti. Aujourd'hui, Google, comme Facebook d'ailleurs, investit lourdement, notamment dans des startups, mais aussi dans des développeurs africains. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui au Maroc pour peut-être des startups marocaines? Alors, dans les startups, je n'ai pas connaissance de startup marocaine qui a été rachetée par une de ces plateformes. On l'aura entendu parler. Alors, si, parce que, en fait, si on remonte un peu l'histoire, Karim s'est installé au Maroc en rachetant une startup marocaine qui s'appelle, je ne sais plus, je crois que c'est Taxi pour Maroc, chose comme ça. Ils ont racheté une startup marocaine pour démarrer, qui viennent eux de se faire racheter aujourd'hui par Uber. Alors on va dire peut-être que c'est un rachat de rachat, mais c'est peut-être le premier exemple de startup marocaine qui a été rachetée par une très grande multinationale américaine. Mais si vous parlez des développeurs, aujourd'hui, il y a vous en avez probablement déjà parlé ici, un exode, le terme est pas mince, de développeurs et de personnes qualifiées qui partent vers l'étranger. Moi, je vois ça régulièrement. Et aujourd'hui, alors ils partent en Europe, ils partent aux États-Unis, ils partent au Canada, parce qu'aujourd'hui, ce sont des gens qui voient ce qui se passe dans ces pays-là, qui voient ce qui se passe chez nous et qui ont envie de mieux. Donc aujourd'hui, en réalité, on aura beau essayer de les retenir, ce n'est même pas une question ni salariale, aujourd'hui, ni familiale, parce qu'ils sont mieux ici, mais en réalité, d'un point de vue challenge, ambiance, challenge intellectuel, etc., ils ont envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs, et ça, effectivement, c'est quelque chose qui parfois, justement, Google a recours à une autre manière, c'est-à-dire à garder, justement, ses développeurs dans leur pays d'origine pour les aider à développer des stratégies pour ces régions-là, MENA peut-être, ou Afrique francophone. Chez nous, il y a des dispositifs qui ont lieu, qui sont portés par des on va dire, des sortes d'évangélistes de la technologie. Vous avez le Startup Grind, vous avez des events organisés, co-brandés avec Google, etc., qui ont lieu dans dans nos universités, qui ont vocation à créer, à alimenter
cet environnement technologique, cet écosystème avec un peu de hayaouia, je ne sais pas comment on peut traduire ce terme en français. Dynamisme, merci. C'est bien la première fois que c'est le mot arabe qui vient en premier. Mais ce dynamisme, c'est un bon début, c'est un bon progrès à mon niveau. C'est bien, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce dynamisme arrive. Maintenant, il y a besoin qu'on aille un cran plus loin. Maintenant, on peut en profiter. Aujourd'hui, ce sont des si on en prend en réalité ceux qui sont les plus dynamiques aujourd'hui, ce sont des institutions marocaines. Aujourd'hui, vous avez 3 écoles qui ont été montées, alors à Khouribga, à Youssoufia et à Ben Guerir. Ben Guerir n'est pas encore ouvert, mais c'est imminent, qui sont portées par une entreprise qui s'appelle OCP, qui vend du phosphate, et qui aujourd'hui sont en train de monter les 3 plus belles écoles du Maroc et probablement d'Afrique. En termes de codage, c'est extraordinaire ce qu'ils sont en train de faire. Alors, c'est ni client ni rien du tout, mais je trouve ça extraordinaire ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'aujourd'hui, quand on voit ce qui se partage sur les réseaux sociaux, des jeunes qui ont 17, 18, 19 ans, qui voient ces écoles-là, qui leur sont accessibles. Avant, il n'y avait pas. Donc aujourd'hui, ils ont la possibilité d'aller dans un environnement stimulant, pertinent, etc. Et donc vous avez des gamins qui ont 15, 16, 17 ans. Enfin, je dis ce terme-là volontairement parce que c'est vraiment encore des enfants dans leur tête et qui voient ça et qui se disent wow, même moi je peux y arriver. Et bien ils ont envie d'y aller. Et moi aujourd'hui, je leur tire mon chapeau parce que c'est ça dont on a besoin aujourd'hui. C'est plus de, on va dire de stimuli comme cela. Vous parlez tout à l'heure de la data. Vous parlez du gouvernement et de la data. Il y a quelques temps, on parlait tout à l'heure d'un budget de 50 millions de dirhams. Moi, la recommandation que je leur ai faite, c'est utiliser cet argent-là pour libérer de la data. L'État, aujourd'hui, il y a une loi qui vient de passer, alors je ne l'ai pas lue parce que... Sur l'information publique. Sur le droit à l'information publique. Aujourd'hui, l'État est propriétaire d'un volume extraordinaire de données. Mais c'est extraordinaire le volume de données que l'État a. Alors vous avez les données sur les personnes, les données fiscales, les données sur les entreprises, les données sur les transports. Sur l'État même, enfin sur le gouvernement. Sur les transports, ministères, c'est extraordinaire ce qu'il y a. Libérer cette donnée va permettre de nourrir cet écosystème digital. Vous prenez l'exemple des taxis et des transports. Aujourd'hui, il n'y a aucune vraie start-up qui réussit à émerger dans l'environnement du transport. Il y a eu Karim, il y a Ish, mais on est uniquement dans des choses assez simples, mais des vraies start-up qui vont modifier et transformer le transport urbain, il n'y en a pas. Parce qu'ils ont la data sur justement l'état du transport, comme un Waze par exemple, ou une autre application. Bien sûr, aujourd'hui on n'a pas les lignes de bus. Si on avait les lignes de bus et leur fréquentation, on saurait quels sont les trajets préférentiels des gens. Si on avait les lignes des taxis blancs et des taxis rouges, on saurait quelles sont les lignes utilisées par les gens. Et à ce moment-là, on pourrait faire émerger par exemple des start-up du covoiturage, on pourrait faire émerger de l'autopartage, on pourrait faire émerger du motopartage, il y a plein de choses qu'on pourrait mettre en place. Or, aujourd'hui, ça n'existe pas parce que cette data-là n'est pas libérée. Et je pense que le gouvernement probablement a entendu ces messages-là quand ils sont aujourd'hui en train de dire on a de l'argent, qu'est-ce qu'on fait avec? Et bien aujourd'hui, ils cherchent les bons messages. Et moi, je dis, là aujourd'hui, si vous libérez de la data, vous allez nourrir des labos, vous allez nourrir des entreprises, vous allez nourrir des jeunes qui sont pleins de projets, etc. Le cerveau fonctionne avec du sucre, l'intelligence artificielle fonctionne avec de la donnée. Et donc, en leur donnant de la donnée, vous allez pouvoir nourrir ces cerveaux, alors électroniques et surtout ces cerveaux marocains, parce qu'on ne manque pas de talent, on ne manque pas de génie, on ne manque pas de force de travail, il faut juste qu'il y ait des opportunités. Et moi, honnêtement, j'ai envie de délivrer un message d'espoir, parce que franchement, on a des gens extraordinaires, il faut leur donner l'opportunité pour qu'ils émergent. Et aujourd'hui, on a la possibilité au Maroc de faire émerger des vrais talents. En tout cas, Smaël Sebchi, vous avez ouvert la porte aux recommandations et c'est justement les 5 dernières minutes de l'émission. Et je passe peut-être la main à Mounir Jazoli sur une recommandation de comment mieux tirer profit. Je préfère me concentrer sur les éditeurs locaux, parce que je suis obligé de reprendre ma casquette un peu de publicitaire marocain et de groupement de publicitaires marocains, et on a le droit quand même on a l'obligation quand même de pousser, d'aider, de au moins montrer la voie, si ce n'est pas contribuer d'une façon directe à la survie, parce que c'est le cas pour le moment, et au développement et à l'évolution de ces éditeurs locaux. Je pense que ces éditeurs, et j'ai longuement échangé avec eux à chaque fois par rapport à ce sujet, ont 2 points qui constituent une opportunité intéressante pour eux face à ces GAFA aujourd'hui. Ces 2 problèmes, le premier, c'est ce qu'on appelle brand safety, et le deuxième, c'est ce qu'on appelle le ad fraud. Alors la brand safety, c'est quelque chose et une préoccupation qui est mondiale depuis quelques années. C'est vraiment un sujet chez l'ensemble de toutes les multinationales au niveau mondial, et c'est aussi un sujet aujourd'hui marocain. Alors brand safety, c'est dans quel environnement ma publicité et directement ma marque
évolue sur Internet. C'est-à-dire que ma publicité, mon nom, mon image, ma marque et mes messages informationnels et commerciaux, dans quel environnement ils sont présents sur Internet. Est-ce qu'ils sont présents dans des sites à contenu extrémiste? Ils sont présents dans des sites à contenu diffamatoire ou de fake news. C'est-à-dire que j'ai cette préoccupation aujourd'hui au quotidien de protéger la présence de ma marque et de protéger ma marque. Les GAFA, malheureusement, ne le permettent pas aujourd'hui. Et je pense que la série de scandales qui ont éclaté chez l'ensemble de ces plateformes internationales le prouve à niveau international, mais les éditeurs locaux, si, ils ont cette possibilité aujourd'hui de protéger ma marque et de m'assurer un environnement propice, propre et sain pour l'évolution de ma publicité. Ça, c'est le premier. Il y a aussi les fake news qui sont dedans. Le deuxième, c'est le ad fraud. Très brièvement. Juste le ad fraud, parce que le chiffre est alarmant. Aujourd'hui, les chiffres au niveau international confirment que 1 dollar sur 3 investi dans la publicité digitale au niveau mondial va en fraude. C'est-à-dire qu'il n'a pas de retour sur investissement, qu'il ne part même pas à mon investissement publicitaire. Et c'est le cas aussi au Maroc. Le chiffre, on ne l'a pas, en tous les cas, le ratio mondial est 1 sur 3. Mais au Maroc, on n'a pas le chiffre fiable, mais c'est un montant énorme. C'est un montant énorme. C'est le tiers. Et donc, les éditeurs locaux ont cette possibilité de m'assurer que ma publicité, il n'y a pas de fraude derrière à 100%, comme le cas pour d'autres plateformes ou pour d'autres techniques comme la programmatique et autres. Mohamed El-Khouer, vraiment un dernier mot. Un premier point, c'est qu'à mon avis, il faut pouvoir mettre en place un statut social et fiscal des sociétés non résidentes. Parce qu'on a beaucoup de gens qui sont intéressés par le marché, mais qui n'ont pas forcément envie de s'y installer de manière physique, mais qui ont envie de recruter des salariés sans être là. Donc il y a une première réponse à apporter de ce point de vue-là, et ça apporterait une réponse à ces entreprises, c'est d'avoir un statut social et fiscal de la société non résidente. Ça se fait dans d'autres pays. Ça peut être un élément intéressant. Après, sur le second point, il y a, de mon point de vue, une révolution à faire du point de vue du fonctionnement de nos administrations. Parce qu'ils ne saisissent pas l'ampleur du phénomène. Facebook ou Google, c'est plusieurs milliards d'individus. Donc c'est quasiment mieux que les religions, entre guillemets. Puisqu'il n'y a rien, il n'y a aucune organisation qui peut réunir autant de membres que c'est Facebook ou Google, à part éventuellement les religions dans l'histoire. Mais il n'y a rien eu d'autre. Donc c'est quand même quelque chose de significatif. Et donc il faut apporter une réponse à cela. Et cette réponse, elle revient, à mon avis, par arrêter toute cette méfiance, faire confiance aux Marocains et à ces sociétés-là, parce que de toute façon, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont grossir énormément. Et puis on aura d'autres. Non, on les découpera en morceaux. C'est ce qui a été fait tout le temps, comme le Standard Oil au début du siècle dernier, qui était phénoménal et qui intervenait dans tous les secteurs. Ces entreprises-là connaîtront le même sort. Mais pendant cette période-là, il faut qu'on puisse en profiter pour amarrer le Maroc à toutes ces révolutions-là, à tous ces changements. Parce que si on ne le fait pas, on ne comptera pas et on n'existera plus. On voit cette fuite des cerveaux, on va se retrouver à gérer une petite arrière-cour. Donc je ne pense pas que ce soit l'objectif. Certainement pas. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir apporté vos éclairages, en tout cas à cette question très très importante des GAFA au Maroc. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Éco-Débat. D'ici là, très bonne semaine à toutes et à tous.